Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Comme toujours. Comme toujours, vous le savez, c'est une émission consacrée au patrimoine vivant, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Vous avez dit patrimoine vivant. Eh bien justement, on ne pouvait rêver meilleur invité puisque à deux reprises, en 2009 et en 2014, l'entreprise de Jean-Paul Gauvry et de son frère Pascal a reçu le label EPV, entreprise de patrimoine vivant, qui est venu récompenser son savoir-faire, leur excellence. Quelle entreprise, me direz-vous ? Eh bien, il s'agit des Terres Cuites d'Esnay. Quelle rubrique, me direz-vous ? Eh bien, la fabrique de briques, avec un de ses dirigeants, Jean-Paul Gauvry, et c'est notre invité. Nous allons parler, vous l'avez deviné, briques. Le troisième petit cochon avait construit sa maison, Avec des briques, vous la connaissez. Il n'est plus à démontrer la solidité et les vertus de la brique. Les trois petits cochons et le loup en savent quelque chose. Lui aussi, il sait ce qu'il en est des briques. Chez lui, c'est une histoire de famille, 6 générations. La brique est une passion depuis la plus tendre enfance. Voici son histoire, vraie de vraie, à peine inventée. Tout petit déjà, Jean-Paul était un enfant poreux, à l'esprit argile qui se tenait déjà, ou qui faisait déjà, il se tenait à carreau en fait. Il prenait des bains de boue, jouait aux rubis, aux agates, construisait des maisons de briques dans le flashback à sable émouvant de la briqueterie familiale. Un enfant tendre et poli, comme la brique. Alors, aucun doute, c'est dans la brique qu'il va faire carrière. Gagner sa vie, gagner sans briques pour faire carrière. Une carrière de briques et de blocs, une carrière à ciel et à cœur ouvert, une mine, un filon, un gisement. Faire carrière dans la pierre, pas la pierre de basalte ou de ballast, cette pierre un peu concassée qu'on met sur des rails, de la pierre de fonctionnaire labellisée SNCF. Non, pas du moellon, pas du parpaing. Non, faire carrière dans la pierre tendre, de la taille, la pierre à bâtir, la pierre rouge, silicate et si délicate, la brique. Voilà des générations que la briqueterie Gauvry se transmet. Elle défie le temps. Les années passent, les innovations et les technologies dernier cri se succèdent, mais la briqueterie n'a pas changé d'adresse. Le métier est resté le même, ce qui prouve que le talent se construit avec des briques de passion et le bonheur en est le ciment. Quelle est l'histoire de l'entreprise ? Quelle est son activité ? Comment fabriquer des briques ? Quelles sont les différentes étapes ? Qui sont les clients ? Autant de questions que nous allons poser à notre invité. Jean-Paul Gauvry, bonjour. Et bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir partagé. Bon, j'ai un peu inventé. J'ai trouvé que la prose était parfaite. Tant mieux. Alors, avant de commencer notre entretien, permettez-moi de vous présenter deux Jean-Pierre précieux. Jean-Pierre philosophal, eux aussi ont l'esprit argile. C'est deux Jean-Pierre tendres et Jean-Pierre de taille. Et Jean-Pierre Pouvreau d'à côté et Jean-Pierre Bertrand. Bonjour. Et c'est pas de la bric-à-brac. Je m'attendais. On se met sur le carreau. Ah, c'est bien, Jean-Pierre, vous êtes en forme ? Très en forme. Ouais, très en forme. Et au menu aujourd'hui. Ah ben alors là, un truc rigolo qui se déguste, c'est relativement rare et particulier quand même au marais breton-vendéen, c'est des grimates. D'accord. Des grimates. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de boulangers qui font encore de boulangers, de charcutiers qui font, de charcutiers qui font des grimates. Ouais. Parce que c'est un produit qui doit être consommé dans la journée, et c'est comme ça qu'il est bon, s'il est fait un petit peu à l'avance. Les vrais amateurs de grimates les mangent pendant une journée ou deux, ou trois. Ah oui. Mais quand on ne connaît pas la grimate, il faut qu'elle soit du jour. Voilà. Ah, d'accord. Bon. De la grimate avec du paracis. Eh bien, on goûtera ça. Oui. Enfin, on goûtera. On peut plus maintenant, mais... On goûtera. Enfin, on passera. Allez, merci de nous autoriser. On passera. Et Jean-Pierre Bertrand, la fabrication de briques, c'est... Alors, je suis parti plus sur la terre. Sur la terre, sur d'accord. le matériau Ouais. pour produire des briques, des carreaux, etc. Ouais. Comme pour les potiers. Hein. Oui. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait un nombre considérable d'entreprises de tuileries et de briques, en gros. Les carreaux, j'en ai pas trouvé dans les descriptions de Cavolo au 19e et tout ça. Ouais. Alors moi, je me suis dit des choses, parce qu'on peut penser, c'est que d'abord, les humbles avaient des places en terre qui n'étaient pas cuites.
Complètement. qu'il fallait de temps en temps arroser pour que la poussière se lève pas trop. Ouais. Et puis, les carreaux, c'était quand même dans les logis, etc. Plus aisé, ouais. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a moins. Et puis, après est arrivée la vague des ciments, Ah oui. des belles places en ciment, avec même des... Des De motifs qui rinagure. étaient... Voilà, Mm. ça se nettoyait tout seul et tout, quasi pas d'entretien. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai pas trouvé autant je sais même pas si c'est un nom, les fabricants de carreaux. Non, pas de nom. Enfin, souvent, il est apparenté au briquetier. Au bricotage. Ah ouais. Voilà. au briquetier. Et on différenciait le tuilier, le briquetier et le chauffournier, qui est une chauffournier. production connexe, mais qui touche un peu moins le métier de la terre, mais qui était pratiqué par les tuiliers. D'accord. Ouais, c'est ça. Un chauffournier, on donne une traduction peut-être. Ah oui, oui, le oui, chauffournier, évidemment, c'est celui qui faisait la cuisson des fours à chaud, D'accord. et qui était pratiqué aussi par les tuiliers, parce que lorsqu'on produisait de la brique, les utilisateurs, les maçons, avaient également besoin de la chaux. Et c'était fabriqué également dans les tuileries, même dans des régions qui n'étaient pas spécialement calcaires. D'accord. Tout simplement parce qu'il y avait la Il y demande, avait la production locale de local, chaux d'accord. est complètement... D'accord. Et d'ailleurs, les terres cuites, c'est 1 rue Chauffournier. je Alors, notre adresse, oui, c'est le Ouais. 1 rue des Chauffourniers, Ouais. et notre ancêtre, Gauvry Pierre, alors, c'est un nom qui n'est pas banal pour crois. Oui. un fabricant de briques, mais il s'appelait Pierre. Ouais. Donc en hommage à nos Jean-Pierre présents. Donc Gauvry Pierre, donc son intitulé, c'était une demande donc de construction de fours à chaux et à tuiles. Et donc il était chauffournier en l'état. Et dans une région, on est bien d'accord, où il n'y avait pas spécialement de pierres calcaires, mais les pierres calcaires étaient amenées, cuites dans le four qui était mixte, qui était un four à chaux et à tuiles. D'accord. Et qui permettait ensuite de distribuer la chaux pour le montage des maisons pour les maçons. Et proximité de la forêt aussi, peut-être. Alors, complètement, oui. Alors, Parce que- quand vous regardez bien l'implantation de notre tuilerie, qui était à côté de la forêt d'Esnay, pour plusieurs raisons, une ressource de combustible, le bois, oui, pour faire chauffer. l'argile, évidemment. Enfin, il faut se rappeler que les terres qui étaient... les terres argileuses n'étaient pas facilement cultivables. Ouais. Elles étaient laissées en friche, D'accord. puis en forêt. Et on avait également des sources. Ouais. Donc, en plein été, on trouvait facilement. Donc, on avait vraiment tous nos... Puis déjà tous un nos axe ingrédients. aussi, un axe qui était déjà très emprunté quand même. Aussi. Alors, oui, parce que là, c'est la route numéro 5 Ah ouais. de Napoléon Ouais, c'est ça. qui passe là. Ouais. Donc, du coup, tout était réuni pour que. Complètement. Tous pour les que ingrédients étaient c'était là. réunis pour justement la création de tous les matériaux. Alors, bon, notre tuilerie a beaucoup évolué. Oui, j'imagine. Ouais. On avait commencé par la fabrication de chaux, de tuiles, mais aussi de briques. Ouais. Puis plus tard, effectivement, les carreaux. Les carreaux de terre cuite. Pierre Gauvry, c'est quoi? C'est 6 générations, c'est Et ça? oui, et nous sommes la 6e génération. Alors donc, un petit calcul, 1868. 1868. Donc nous avons 152 ans. Ouais. Donc on vous a apporté ici une brique de Vous les 150 faites- ans. vous les Ouais, faites je l'ai pas. fait. Ah, je sais. L'argile, c'est quelque chose qui conserve très bien. C'est ça. Voilà. Mais est-ce qu'il y aura Et- une 7e génération? Et la 7e génération est en route. Ah, super. Alors ils sont encore dans leurs études, donc il Ouais. faut leur laisser un peu de temps. C'est ça. Hein, Mais on a le choix mais- quand on est dans la famille Gauvry de. Oui, on a Ouais, le choix, mais en même temps, c'est- quand on a le virus, quand on a la c'est maladie, ça. pour combattre C'est ça. Donc, le virus, ouais, c'est un métier qui est très attachant. c'est vrai. Et qui est très attachant. Alors, il reste robuste, il demande des qualités, mais en fait, on s'éprend assez vite de la variété et de la possibilité de création qu'on peut avoir. Et on se découvre confronte tout le au- temps. Ah, bien sûr, on est toujours au travail. On travaille sur soi-même, on travaille sur notre matière Ouais, également. ouais. Hein, et donc, on découvre et on peut progresser. Ouais. C'est une grande chance. Hein. Ah oui, complètement. Vous en parlez bien en tout cas. Et les terres cuites d'Esnay, c'est combien de salariés? Vous êtes combien à travailler Aujourd'hui, nous sommes 9, à des postes un petit peu différents, mais en même temps, nous sommes tous très polyvalents. D'accord. Alors, les grandes étapes de la fabrication, donc, alors, il y a la préparation de la terre, nous avons une multitude de moules pour plein de formats de briques différents, de même pour les carreaux et les tuiles. Nous avons également après les étapes de séchage, une fois que les briques sont moulées, elles sont placées en étagère et en séchoir.
Sorties du séchoir, elles sont prêtes donc, pour l'enfournement, Ouais. le four, qui est un cycle. Alors, chez nous, c'est un cycle assez long, donc rien à voir avec les fours industriels qui font une cuisson en 24 heures. Notre cycle de cuisson, il est presque entre 3 et 4 semaines. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont dans le feu pendant 3 ou 4 semaines, mais on a un travail de préparation du four, à peu près une semaine à 2 personnes. Ouais. Puis ensuite, on est en préchauffage, puis en cuisson. Alors, la cuisson, c'est 2 jours, donc un jour, la nuit et le lendemain. Alors, la nuit, parce que c'est la cuisson traditionnelle au feu de bois qu'il faut alimenter. Ah oui. Et puis ensuite, bien sûr, un long temps de refroidissement avant de défourner les matériaux. Ça, c'est votre secret de fabrication et votre signature, parce que pour 3 semaines de four, alors même si on a bien compris, hein, c'est pas 3 semaines à chauffer, mais quand même. Alors, exact. En fait, toutes les étapes sont importantes. À partir de l'enfournement, parce qu'en fait, il faut imaginer l'enfournement, notre four, c'est une sorte de grand château de cartes. Les briques ont du retrait au séchage et à la cuisson. Et donc, on imagine qu'au moment de la cuisson, en fait, le château de cartes, il bouge, il se réduit. Il ne faut pas que ça s'effondre, il ne faut pas que ça s'éboule dans le four. Donc l'enfournement est très important, ainsi après que les étapes de préchauffage qu'il ne faut pas négliger. La cuisson, bien sûr, est cruciale. Et le défournement, là, à nouveau, il ne faut pas se précipiter. Alors, ça fait partie aussi des choses que nos clients acceptent, qu'ils consentent et qu'ils... Dans le délai d'attente. Dans le délai, ils savent qu'ils auront un matériau qui est différent et ils nous font des concessions sur le délai car ils savent bien qu'on travaille, enfin c'est ce qu'on nous demande, on travaille comme autrefois et donc on a aussi ce temps de réaction mais qui permet à chaque fois d'avoir des produits authentiques, différents et uniques. J'imagine que ce sont des clients aussi qui ont le goût du beau. Pour être patient, qui sont vos clients? C'est des particuliers? C'est des collectivités? Vous faites le tour du monde, je crois. On fait presque le tour du monde. Mais effectivement, je suis content que vous abordiez ces questions parce qu'en fait, on a une chance inouïe. Certes, vous avez vu qu'on a un outil de fabrication qui est complètement atypique et des produits que l'on trouve beaux, différents, voilà. Mais en plus, on a une chance inouïe, c'est en plus d'avoir des super clients puisque ce sont des personnes qui sont passionnées, qui viennent nous voir parce qu'ils ont En fait, ils nous demandent d'apporter un peu de l'âme aux matériaux, à la construction. On arrive à faire un vrai travail collectif avec nos clients. Ils ne viennent pas pour acheter un numéro dans le catalogue. Ils viennent aussi pour qu'on les accompagne, pour qu'on élabore pas qu'une terre cuite au sol, mais qu'on réfléchisse sur les couleurs, sur ce qu'on appelle le calpinage. Le calpinage, c'est la façon dont on va les disposer, les couleurs, les formats. Donc, tous les sujets sont abordés et c'est pas simplement une vente de catalogue. Et donc, on a vraiment la chance d'avoir des clients qui accompagnent leurs travaux de rénovation et on peut leur apporter du conseil. On adore ça d'ailleurs. Oui, j'imagine. Mais c'est vrai qu'on a... on a une chance inouïe d'avoir des clients qui sont complètement imprégnés dans leurs travaux. Ils ne choisissent pas la terre cuite par hasard, d'ailleurs. Sans doute. Ils la choisissent parce que ça ressurgit mais c'était la terre cuite qu'on a vue chez nos grands-parents. C'est accompagné d'une histoire, j'imagine. Ah oui, bien sûr. Oui, nos clients viennent nous chercher aussi parce qu'on va permettre de continuer l'histoire qu'ils avaient en eux-mêmes et que leur maison aussi... c'est précieux, ça. Alors du coup, j'imagine qu'il y a une fidélité aussi des clients, parce que... Oui. Et c'est du temps aussi que vous leur consacrez, parce que rentrer dans le projet, comprendre ce qui... Oui, évidemment. Alors on consacre du temps, mais aussi, vous savez, c'est un temps de plaisir aussi. Oui, j'imagine. Donc c'est le temps de... On compte pas trop long. Quand on aime. Le temps n'est pas trop long. D'accord. Est-ce qu'il vous arrive parfois, quand le four est chaud, de mettre du pain à cuire ou non, pas vraiment? Je vous avouerai, le pain, ça marche pas bien, on ne l'a pas essayé, mais par contre, les patates grêlées, oui. Bon. Les patates grêlées. Bon, mais la transition est toute trouvée pour passer maintenant à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Allez, le four est chaud, profitez-en. On sera pour de patates grand l'ail à cuire, ni le pâté. Ma mère, elle fait cuire son pâté dans le four du boulanger. Autrefois, c'était la tradition. Tu as connu ça, les tomates farcies, les pommes de terre farcies dans le four du boulanger, qui était ébriqueté avec des briques peut-être de votre entreprise, je pense. Et le gros avantage, c'était que la tenue en température était très longue. Ça restait chaud pendant 2 jours. Et c'était la tradition de l'époque, qui s'est perdue un tout petit peu, mais qui revit quand même.
Et non, bon, moi j'ai ramené des grimades parce que voilà un plat typique de la Vendée qui est un peu oublié quand même. Hein. Qui est en voie de Qui disparition. est en voie de disparition. Alors il y a encore quelques boulangers. Celle-là, c'est pas moi. Charcutier. Oui, de charcutier. Oh, c'est des métiers de bouche, hein, mec, mais quand même. Non, mais on est dans le pain. Voilà, C'est voilà. ça, Allez, voilà. Non, mais, des charcutiers. À quel pétrin. Et en plus, à quel pétrin. Et il faut les soutenir parce que les charcutiers ont beaucoup de mérite à fabriquer et à tenir encore la route. Il y en a encore des bonnes à Châlons. Celles-là, ces grimates, elles viennent de chez Boutolo de Saint-Gervais, Michael Boutolo. D'accord. Voilà, qu'on fait tous les jours, il faut les commander, il faut les manger du jour, c'est là où elles sont bonnes. Et ça, c'est bien meilleur que les rayons, que la rôti, que la... C'est dans le même esprit que la boudine. D'accord. Alors, moi, La je connais pas du boudine, tout, la je vais être- fraîcheur. D'eau grimate. Vous pouvez vous Alors servir. c'est de la panse, Vous pouvez vous servir. c'est de la fraise de porc. Ah oui, oui. Ah oui, c'est de la fraise de porc qui a été salée, cuite dans du vieux saindoux. Merci. Voilà. Alors bon, c'est pas très à la mode, hein, c'est vraiment une clientèle qui... Jérôme. Moi, je connais pas, mais je veux bien goûter. Ouais. Ah oui, il faut tiens. découvrir. Ah, Hop. je vais être Ah bah oui, ça, je très comprends. honnête, je connais pas du Tu tout. connais pas la grimate? Non, Ah je bon? connais pas. Donc, C'est croustillant, c'est appétissant. C'est très particulier. Ouais. C'est très bon. Il y a ce goût de saindoux qui revient, voilà. C'est tendre aussi. Ouais, c'était... hein. C'est pour ça que je pense que le jour même, c'est mieux. C'est Oui, vrai. ça remplace les cacahuètes. C'est ça. Oui. Ça se mange à l'apéritif. Ça se mange à l'apéritif, oui, tout à fait. Faut pas... À l'apéritif, entre copains, dans l'après-midi, tout dépend d'un. Il n'y a pas d'heure. Ah bah merci. Voilà, à découvrir les À grimates. découvrir. Merci beaucoup. À prendre chez vos bons charcutiers. Chez les charcutiers. Charcutiers. Bah, merci beaucoup, Jean-Pierre. Non, c'est avec plaisir. Jean-Paul, je reviens vers vous. On parlait des clients. Quand je disais que vous faisiez le tour du monde, vous avez des exemples un petit peu où est-ce qu'on peut retrouver les terres cuites d'Esnay? Alors oui, nous avons eu la chance de travailler pour des projets qui étaient un petit peu inattendus. Nous avons travaillé pour Dubaï. Dubaï. Et oui, alors la Guadeloupe, alors, qui reste un département français, Ouais. mais hein, c'est un peu plus loin que Un le petit Dieu, peu. c'est une proche de l'Amérique. C'est ça, mais- c'est ça. D'un autre continent. Donc la Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie également, et puis bien sûr tous les pays limitrophes, l'Angleterre, en Allemagne, en Italie, l'Espagne aussi. Ouais, Voilà, c'est donc on a réussi à rayonner. Alors c'est un peu surprenant parce qu'on n'avait pas entrepris de démarche Ouais. spéciale Mais alors, comment- pour exporter. Comment ils ont vendu, comment à Dubaï on a vendu des terres cuites d'Esnay? Alors on a la chance d'avoir un site internet qui est très D'accord. bien référencé. Ouais. Et donc pour Dubaï, donc c'est dans le contexte, c'était un architecte parisien qui D'accord. accompagne des personnes qui font des robes de Ouais, luxe, dans- de la d'accord, haute d'accord. confection, Ok. et qui ont des boutiques un peu partout dans le monde, D'accord. notamment une boutique à Et Dubaï. qui voulaient Donc l'architecte a souhaité avoir nos matériaux justement D'accord. pour la rénovation Ok. de cette boutique. Ouais. Voilà. Bon, je peux vous donner l'adresse si vous souhaitez vous habiller. Écoutez. et après, château, j'imagine également. Oui, alors également, on a eu le privilège de travailler pour des grands châteaux. Alors beaucoup de châteaux vendéens, Ouais, pour commencer. c'est vrai. Donc des rénovations pour lesquelles forcément on est très attaché parce qu'on s'implique beaucoup pour ces chantiers-là, mais aussi des châteaux très connus. Alors le château de Chambord, le Chambord, château de d'accord. Fontainebleau. Ah oui. On a eu la chance d'avoir été présélectionné pour le château de Versailles. Et donc Ça, c'est super. ah oui, c'est une belle voyage- aventure, mais c'est évidemment. une très belle aventure. C'est une belle aventure. Et qui fait des petits chaque fois, j'imagine. Parce que du coup, c'est faire parler. Vous parlez aussi du site qui est bien référencé. Mais c'est le bouche à oreille, j'imagine. Alors oui, alors évidemment, il faut soigner beaucoup nos matériaux, parce qu'en fait, nos matériaux vont parler d'eux-mêmes pendant 10, 20 ans, plus d'un siècle. Donc le bouche à oreille, en fait, c'est nos briques qui le font. C'est ça. Et Les briques ont des oreilles. et nos briques ont des oreilles C'est ça. et des bouches pour parler. Et des bouches pour parler. Oui. Ouais. On va marquer une petite pause avec. On va faire un bond dans l'histoire aussi, avec des témoignages. C'est à vous, Jean-Pierre Bertrand, de Bouche à Oreille. Oui, alors, on va plutôt parler de la terre, de cette argile. Et je vais laisser la parole à deux anciens professionnels.
Il s'agit de M. Baptiste Barotin, qui travaillait dans une tuilerie à Longeville-sur-Mer. Alors, je n'avais pas du tout imaginé qu'on pouvait trouver... Parce que dans le Marais, proprement dit, sur le littoral, on ne trouve pas. Alors, alors vous citiez tout à l'heure le Cavolo. Effectivement, il faut dire que dans le Cavolo, donc, qui est un répertoire qui recensait le nombre d'habitants, le nombre toutes les statistiques de la Vendée, ils font état d'une évaluation, d'une estimation du nombre de poteries, mais aussi du nombre de briqueteries, tuileries qui existaient. Et moi, je m'étais amusé à faire le rapport du nombre de briqueteries c'est énorme, avec la surface du département. Ouais. Et j'avais vu qu'à peu près, à un endroit donné, à 4,5 km de chez vous, vous aviez une tuilerie, une briqueterie pour la construction. D'accord. Bon, c'est un calcul imparfait que j'avais fait, mais je me suis dit, il y a un siècle et demi, vous aviez 4,5 km à faire pour aller trouver la briqueterie, la tuilerie la plus proche. Et effectivement, il y avait bien une tuilerie à Longeville. Alors, il faut savoir que les terres de Marais sont un petit peu particulières par rapport à l'ensemble des argiles de Vendée, puisque les argiles de Vendée sont en général des argiles un peu granitiques, alors que les terres de Marais sont plutôt des terres alluvionnaires. Voilà. Et donc, vous parliez de terre à tuiles. Il faut savoir que pour une terre à tuiles, on préférait choisir des argiles plus fines, donc plus souvent des terres de Marais. D'accord. C'est pour ça qu'on rencontrait donc certaines tuileries un petit peu dans Nord-Vendée, mais aussi hors Sud-Vendée-Longeville. D'accord. Et le hasard fait que mon grand-père avait aussi un lieu d'extraction à Longeville, il y a quelques décennies de ça. Eh ben voilà. Ah, donc la chronique était faite. On va écouter Baptiste Barotin, qui est né en 1920. On écoute. Mais là-bas, ils faisaient de la tuile à la main. On appelait ça un manège. Et il y avait donc, comme pour un truc à vin, mais rond. Et on mettait la terre glaise dedans. La terre glaise, on la sortait du marais avec des chevaux puis des tendreaux. Où il y avait les trous, on prenait la terre pour faire de la tuile et la brique. Mais ça se faisait à la pelle, à la main. Ouais. Puis dans des tombeaux avec des chevaux. Ah ben là, la terre venait là. Ouais. Donc elle était malaxée au départ avec un cheval. D'accord. Alors la roue se déplaçait comme ça là, jusqu'au bout, puis après il retournait dans l'autre sens. Alors elle repartait à la vis du... Ça avait un nom, peut-être Ah ben, on appelait ça le manège. D'accord, intéressant. Oui, il en reste quelques-uns en Vendée qui sont précieusement conservés. J'en avais vu un dans une cour à Chaland, à Coudry, voilà. On va entendre la deuxième personne, c'est René Bécaud, le tablier. Oui. Donc là, on est pas loin de chez nous. Donc, qui nous parle du travail de l'argile, mais cette fois-ci pour la production potière. Ah d'accord, pour la poterie. On a dit tout à l'heure que c'était proche. Ouais. Eh ben, on écoute. Alors, racontez-moi comment vous prépariez la terre. Ah ben, il fallait d'abord l'extraire de la carrière. Hein. Alors, la carrière, elle se trouvait à Chaillé. On allait avec la prairie, puis la remorque. On était 3. Et on faisait combien? On faisait 4 tours comme ça, 4-5 tours de la journée. Puis décharger la pelle, mais passer dans un broyeur, le malaxeur, on avait un vieux, le même système, où il y a le grand gare à l'extérieur là. Oui. Mais il se trouvait à l'extérieur, vu que 4-5 tours qu'il y avait tué pour couvrir, mais il était là. Et c'est lui qui voyait, on sortait comme je l'ai dit le jour, à la filière qu'il y avait au bout là, des colombins, puis il y avait le fil à couper le beurre, Puis là-bas, on les coupait, il était dehors, le malaxeur. Alors on ne pouvait pas faire autrement. Puis on mettait ça à la brouette. Alors quand la brouette était pleine, on venait la conduire là. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Toujours autant de bonheur. Eh ben c'est bien. Je devais avoir des trésors à l'Art Expo, des quantités de témoignages. On en parlera un jour. On en parlera. Alors si je me permettais, juste de compléter un peu les deux entretiens qu'on a entendus. L'activité donc de briquetier tuilier était complètement saisonnière, puisqu'on pouvait concevoir, fabriquer les tuiles à partir du printemps jusqu'à la Toussaint, mais l'hiver était réservé plutôt pour préparer les bois de cuisson, les bois de chauffage pour la saison qui suivrait, mais aussi pour l'extraction des argiles. Puisqu'on partait donc dans... Alors moi je ne l'ai pas connu moi-même, mais c'était la tradition. On repartait dans les argilières. C'était pas avec une pelle, mais une fraie. D'accord. Qui permettait de creuser. Donc on les remontait, c'était donc une levée.
Et cette argile-là était donc propice pour fabriquer des tuiles, mais il fallait attendre qu'elle se revégétalise. C'est-à-dire qu'au printemps, quand l'herbe commençait à repousser sur la tuile, sur la levée d'argile, là, l'argile était enfin propice pour être malaxée. D'où l'aspect saisonnier. D'où l'aspect saisonnier de l'activité. Merci beaucoup pour toutes ces informations et puis de nous avoir transmis votre passion, parce que c'est un régal de vous écouter. Et puis du coup, on va regarder aussi partout où on va se déplacer dans les châteaux. Et puis quand vous irez à Dubaï, vous irez voir. Ça marche. Merci beaucoup Jean-Paul Gauvry. Merci pour votre accueil. Merci les Jean-Pierre. C'est avec plaisir. Et On puis apprend plein de choses. À bientôt. À bientôt. À bientôt.